Mon petit ami m'a caché à ses collègues pendant 3 ans, en leur disant qu'il était célibataire. Alors, j'ai envoyé des fleurs pour son anniversaire à son bureau, accompagné d'un message. Mon petit ami Pierre oubliait constamment de me présenter à ses amis du travail après 3 ans de relation, bien qu'il les voie tous les jours et sorte prendre un verre avec eux 2 fois par semaine. Il promettait de m'emmener au prochain apéro, mais m'envoyait un message 1 heure avant pour dire que c'était annulé, que c'était devenu une soirée entre hommes, ou qu'ils avaient changé pour un endroit trop loin pour que je vienne. Quand l'entreprise a organisé son pique-nique d'été, Pierre a prétendu que les conjoints n'étaient pas invités, même si j'ai vu des photos plus tard de tous les autres avec leurs épouses et enfants en train de jouer au volley et de manger des grillades. Il me disait que ses collègues étaient ennuyeux et que je n'aimerais pas les rencontrer de toute façon, mais il passait toutes ses soirées à me raconter des histoires amusantes sur ces personnes prétendument ennuyeuses que je ne rencontrerais jamais. Pour la fête de fin d'année, Pierre a dit qu'il avait oublié de confirmer ma présence à temps et qu'ils étaient stricts sur le nombre de personnes, donc j'ai dû rester à la maison pendant qu'il y allait seul, portant le costume que je l'avais aidé à choisir. Il est rentré éméché en parlant de combien le mari de sa collègue Juliette était hilarant et de comment la femme de sa patronne, Laure, faisait des biscuits incroyables. Tous ces couples que je ne rencontrerai jamais parce que Pierre continuait d'oublier mon existence dès qu'il entrait dans l'immeuble de bureau. Quand j'ai surpris Pierre au travail avec un déjeuner pour son anniversaire, il m'a en fait présenté comme sa voisine qui se trouvait dans le quartier par hasard. Son collègue Rémi a semblé confus et a dit qu'il pensait que Pierre était célibataire, car il n'avait jamais mentionné de petit ami en 3 ans. Pierre a ri nerveusement et a dit que nous venions juste de commencer à sortir ensemble, ce qui était une nouvelle pour moi, puisque nous vivions ensemble depuis 2 ans. Il m'a pressé de sortir du bâtiment en disant que je mettais tout le monde mal à l'aise en apparaissant sans prévenir et que son lieu de travail avait des politiques de visiteurs strictes que j'avais enfreintes. Il a dit qu'amener sa vie personnelle au travail n'était pas professionnel et que je devais respecter les frontières entre sa carrière et notre relation. La vérité a éclaté quand j'ai rencontré la collègue de Pierre, Juliette, dans un café, et qu'elle a mentionné à quel point Pierre était courageux de rester célibataire aussi longtemps alors que tout le monde était en couple. Elle a dit que Pierre était la seule personne célibataire du service et que tout le monde admirait son indépendance et son dévouement à sa carrière au détriment des relations. Elle a dit que les femmes se jetaient toujours sur Pierre lors des événements professionnels, mais qu'il n'amenait jamais personne parce qu'il tenait beaucoup à sa liberté. Quand je lui ai dit que j'étais la petite amie de Pierre depuis 3 ans, Juliette a ri et a dit que c'était impossible parce que Pierre venait de faire une présentation la semaine dernière sur les avantages d'être célibataire à 30 ans. C'est là que j'ai décidé que la vie professionnelle et la vie personnelle de Pierre étaient sur le point d'entrer en collision d'une manière qu'il n'oublierait jamais. J'ai commencé par envoyer un immense bouquet de fleurs à son bureau pour notre anniversaire de couple avec une carte qui disait « Joyeux 3 ans à mon incroyable petit ami, Pierre. Avec amour, ta petite amie qui vit avec toi, Rosalie. » La réceptionniste a annoncé via l'interphone, demandant à Pierre de venir chercher les fleurs d'anniversaire de sa petite amie de longue date. Ses collègues se sont rassemblés autour, demandant pourquoi il avait caché une relation de 3 ans, et Pierre a dû rester là, tenant des roses tout en expliquant qu'il aimait garder les choses privées. Ensuite, j'ai commandé à une pâtisserie de livrer un gâteau monumental à son bureau en forme de maison avec le doux foyer de Pierre et Rosalie écrit en glaçage, avec des petites figurines de nous dans le jardin. Le livreur a insisté pour que toute l'équipe de Pierre signe le bon de livraison, car il était très grand. Tout le monde a vu le gâteau célébrant le fait que nous vivions ensemble, tandis que Pierre essayait de prétendre que c'était une blague de sa voisine excentrique. Sa patronne, Laure, a demandé pourquoi la voisine ferait une blague aussi élaborée, et Pierre n'a pas pu répondre sans admettre d'autres mensonges. Pour la tombola de l'entreprise, où les employés pouvaient acheter des billets, j'ai fait don d'un week-end à la retraite pour couple de Pierre et Rosalie, qui était juste notre appartement, mais j'ai tout décrit en détail sur la liste des dons. J'ai inclus des photos de notre chambre avec nos affaires visibles, notre salle de bain avec nos serviettes assorties et notre salon avec toutes nos photos de couple exposées. Les collègues de Pierre ont commencé à enchérir pour plaisanter, demandant à Pierre si la petite amie était incluse dans le forfait ou si elle était vendue séparément. Il a dû expliquer pourquoi sa prétendue voisine avait accès à tout son appartement pour prendre des photos. La vraie vengeance est venue lors d'une importante présentation de Pierre pour un client où il essayait de conclure un énorme contrat.
J'ai appelé le bureau en disant que j'étais sa fiancée et qu'il y avait une urgence familiale exigeant son attention immédiate. J'imagine Pierre debout dans cette salle de conférence, son téléphone s'illuminant à plusieurs reprises pendant qu'il essayait de garder une voix ferme pendant sa présentation. La réceptionniste a probablement annoncé l'appel par haut-parleur et tout le monde dans le bâtiment a entendu que sa fiancée avait besoin de lui pour une urgence. Je le vois demander la permission au client, le visage rouge, passant devant tous ses collègues qui le regardaient maintenant avec des expressions confuses. La réceptionniste m'a passé l'appel parce que je lui avais dit que c'était urgent, et Pierre a répondu, l'air paniqué. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'urgence, que je voulais juste m'assurer que ses amis du travail connaissaient la vérité sur nous, puis j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai immédiatement bloqué son numéro parce que je ne voulais entendre aucune excuse qu'il essaierait de donner. Environ 40 minutes plus tard, la sonnette a retenti et Tiffen est entrée, portant 2 bouteilles de vin et un sac de plats d'un traiteur asiatique. Je lui avais envoyé un message pour tout lui raconter pendant que j'étais assise sur mon canapé, ressentant cet étrange mélange de satisfaction et de nervosité à propos de ce que je venais de faire. Elle a posé la nourriture sur la table basse et m'a demandé de raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai donc expliqué les fleurs avec la carte d'anniversaire, le gâteau en forme de maison avec nos noms dessus, le don pour la tombola avec des photos de notre appartement, et enfin l'appel d'urgence pendant sa plus grande réunion client. Tiffen a tellement ri qu'elle a renversé du vin sur mon tapis, disant que Pierre méritait absolument chaque seconde de cette humiliation publique. Elle a demandé si je me sentais coupable et je lui ai dit pas vraiment, que je me sentais en fait soulagée que ses collègues sachent enfin que j'existe. Nous avons mangé directement dans les barquettes et elle m'a parlé de sa propre relation passée, où un homme l'avait tenue à l'écart de ses amis pendant 8 mois. Elle a dit que me voir me défendre lui donnait envie d'avoir fait quelque chose de similaire au lieu de simplement rompre discrètement et de disparaître. Pierre est rentré vers 19h ce soir-là et il avait l'air anéanti. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre comme s'il y avait passé les mains, et il y avait de vraies cernes sous ses yeux qui n'étaient pas là le matin. Il a laissé tomber sa mallette à la porte et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été pour dire que je lui avais fait perdre le contrat. Il a dit que le client était parti de la présentation en déclarant qu'il ne faisait pas affaire avec des menteurs et maintenant la patronne de Pierre se demandait si on pouvait lui faire confiance avec des comptes importants. Son emploi pourrait vraiment être en danger à cause de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai posé mon verre de vin sur la table et je lui ai dit que c'est ce qui arrive quand on passe 3 ans à construire une réputation professionnelle en prétendant que sa petite amie avec qui on vit n'existe pas. Le visage de Pierre est passé de l'épuisement à la fureur en environ 2 secondes. Il a élevé la voix, disant que je ne comprenais rien à la dynamique de travail ou aux limites professionnelles, qu'il avait gardé les choses séparées pour éviter les ragots et les drames au bureau. Je lui ai demandé comment l'existence de notre relation crée un drame et il a dit: les gens te jugent différemment quand ils savent que tu es en couple par rapport à quand tu es célibataire. Il a prétendu qu'il nous protégeait tous les deux des politiques de bureau et maintenait son image professionnelle. J'ai souligné que son image professionnelle était entièrement construite sur des mensonges, donc peut-être qu'elle méritait de s'effondrer. Pierre a commencé à faire les 100 pas dans le salon, disant que tout le monde au bureau pensait maintenant qu'il était un menteur pathologique ou qu'il entretenait une relation inappropriée avec des collègues. Sa crédibilité est complètement détruite et les gens le regardent différemment. Je lui ai dit qu'il mentait en effet pathologiquement depuis 3 ans chaque jour en entrant dans ce bâtiment et en prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. Son évaluation de la situation me semblait assez juste. Il a arrêté de marcher et m'a regardé comme si je venais de le gifler. Pierre a pris les clés sur le comptoir et a dit qu'il ne pouvait pas rester là pour le moment, qu'il avait besoin d'espace pour comprendre quoi faire à propos du désastre que j'avais créé. Il est sorti en trombe et j'ai entendu sa voiture démarrer sur le parking. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à recevoir des messages d'un numéro que je ne reconnaissais pas et j'ai réalisé que Pierre utilisait un téléphone différent ou avait emprunté celui de quelqu'un car je l'avais bloqué. Les messages disaient que j'étais vindicative et folle d'avoir saboté sa carrière pour des sentiments blessés, que ce que j'avais fait était une forme de pression psychologique et complètement disproportionnée par rapport à la situation. J'ai fait une capture d'écran de chaque message où il me traitait de folle et l'ai envoyé à Tiffen. Elle a répondu immédiatement en disant « C'est exactement pour ça que tu as eu raison de le dénoncer. Il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal et joue la victime. »
Je me suis endormie sur le canapé parce que notre lit semblait trop grand et vide, même si j'étais encore en colère. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une demande de message sur LinkedIn de quelqu'un nommé Lucette. La photo de profil montrait une femme d'une trentaine d'années avec des cheveux foncés et un sourire aimable. Son message disait qu'elle travaillait avec Pierre et qu'elle n'essayait pas de s'immiscer dans des affaires personnelles, mais qu'elle avait des informations que je devrais probablement connaître sur son comportement au bureau. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café dans un endroit neutre. J'ai accepté la demande et répondu en suggérant un café près du bureau de Pierre, mais pas celui où ses collègues allaient habituellement. Nous avons convenu de nous rencontrer à 14 heures. J'ai passé la matinée à nettoyer l'appartement et à essayer de ne pas penser où Pierre avait dormi la nuit dernière ou s'il disait déjà aux gens au travail que j'étais instable. À 13h30, j'ai pris ma voiture pour aller au café et suis arrivée en avance, commandant un café au lait et m'asseyant à une table dans un coin d'où je pouvais voir la porte. Lucette est entrée à 14 heures précises, en tenue professionnelle comme si elle venait directement du bureau. Elle a commandé un thé et s'est assise en face de moi, et ses premiers mots furent des excuses pour m'avoir contacté, mais elle sentait que je méritais de savoir la vérité. Elle m'a raconté que Pierre ne m'avait pas seulement caché de ses collègues, il participait activement à des activités et des conversations de célibataires, laissant les collègues féminines penser qu'il était disponible, même s'il n'avait jamais techniquement dépassé les limites. Elle a dit qu'il aimait l'attention et la liberté qui venaient du fait d'être perçu comme libre. Il restait tard pour boire, acceptait des voyages de dernière minute pour des conférences et se plaignait des gars au bureau qui ne pouvaient pas faire ces choses à cause de leurs petites amies ou épouses. Lucette a pris son téléphone et m'a montré des photos de divers événements de l'entreprise au cours des 2 dernières années. Sur chacune d'elles, Pierre était positionné avec les employés célibataires, jamais avec les couples. Elle a fait défiler des photos du pique-nique d'été auquel je n'étais pas invitée. La fête de fin d'année où Pierre avait dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Les apéros où il m'avait dit que c'était seulement pour les hommes. Sur toutes, il rit et est détendu, proche d'autres femmes, avec un langage corporel ouvert et flirtant. Lucette a dit qu'il se plaignait souvent des gars en couple qui ne pouvaient pas rester dehors tard ou voyager sans consulter leur partenaire d'abord, comme si être en couple était un fardeau qui freinait les gens professionnellement. Elle m'a dit qu'elle se sentait coupable maintenant de ne pas avoir remis en question son statut de célibataire plus tôt, surtout après ce jour où j'ai apporté le déjeuner d'anniversaire et qu'il m'a présenté comme sa voisine. J'ai demandé à Lucette pourquoi elle me racontait tout ça, ce qui l'avait poussée à me contacter. Elle a posé son téléphone et a dit qu'il y a 3 mois, Pierre lui avait donné des conseils pour rester célibataire afin de se concentrer sur l'avancement de carrière, se prenant comme exemple de comment être libre lui permettait de saisir des opportunités que d'autres ne pouvaient pas. Elle avait trouvé le conseil étrange à l'époque, mais avait supposé qu'il avait récemment traversé une mauvaise rupture et était encore en train de digérer. Elle n'avait jamais imaginé qu'il avait une petite amie avec qui il vivait depuis des années tout en donnant ce conseil. J'ai remercié Lucette et lui ai dit que j'avais besoin de digérer tout ce qu'elle venait de partager avec moi. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle espérait que je trouverais ce qui était le mieux pour moi et qu'elle était désolée que Pierre m'ait mise dans cette position. J'ai marché jusqu'à ma voiture en sentant comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, car je pensais que Pierre était juste négligent pour m'inclure, mais maintenant je savais qu'il construisait une version totalement fausse de lui-même au travail. Il n'oubliait pas de me mentionner. Il choisissait de m'effacer de son identité professionnelle tout en profitant de tous les avantages d'être perçu comme célibataire et disponible. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, mes mains serrant le volant très fort, pensant à toutes les fois où Pierre avait dit qu'il devait garder le travail et la maison séparés. Il ne s'agissait pas de limite, il s'agissait de maintenir son image de célibataire pour que les collègues féminines rient différemment à ses blagues, pour qu'il puisse rester tard sans que personne n'imagine une petite amie attendant à la maison, pour qu'il puisse se positionner comme le gars libre qui était toujours disponible pour tout ce dont l'équipe avait besoin. Je me suis garée dans la résidence de notre appartement et suis restée assise dans la voiture pendant 10 minutes, essayant de me calmer avant d'entrer. Quand j'ai finalement franchi la porte, Pierre était assis sur le canapé avec un énorme bouquet de roses et une boîte de chocolat cher de la boutique chic du centre-ville. Il s'est levé immédiatement et a commencé à parler de comment il comprenait pourquoi j'étais en colère et qu'il aurait dû mieux gérer les choses, mais que mes actions à son bureau avaient dépassé les bornes et étaient vraiment destructrices pour sa carrière. Il a dit,
Nous avons tous les deux fait des erreurs et maintenant nous devons trouver comment surmonter cela et reconstruire la confiance entre nous. Il était là, tenant des fleurs comme si elles allaient réparer 3 ans de mensonges systématiques. Et j'ai presque ri parce qu'il semblait sincèrement croire qu'une excuse et quelques chocolats rendraient cela acceptable. Il a posé les fleurs sur la table basse et s'est avancé vers moi les bras ouverts comme pour me serrer dans ses bras. Et j'ai fait un pas en arrière parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il me touche à ce moment-là. Le visage de Pierre s'est décomposé et il a demandé si nous pouvions au moins en parler comme des adultes au lieu que je me ferme et refuse de communiquer. J'ai dit à Pierre qu'il n'y avait rien à reconstruire parce que la relation que je pensais que nous avions depuis 3 ans n'avait jamais existé. En fait, je sortais avec quelqu'un qui me traitait comme un secret à cacher, comme si reconnaître mon existence allait d'une manière ou d'une autre nuire à sa réputation professionnelle ou limiter ses options. Pierre a interrompu en disant que ce n'était pas juste et que je déformais tout pour le faire passer pour un méchant, alors qu'en réalité il maintenait juste des limites saines entre le travail et la vie personnelle. Il a insisté sur le fait qu'il m'aimait et que la séparation entre sa vie au bureau et sa vie domestique ne visait pas à avoir honte de moi, mais à garder les choses professionnelles et à ne pas mélanger les affaires avec les relations personnelles. Je lui ai demandé d'expliquer pourquoi chacun de ses collègues amenait son partenaire aux événements de l'entreprise alors que je restais seule à la maison. Et il a dit que ces situations étaient différentes et que je comparais des choses incomparables. Il m'a dit que j'étais émotive et que je ne réfléchissais pas clairement à ce qui s'était réellement passé par rapport à ce que j'imaginais qu'il s'était passé. J'ai pris mon téléphone et mentionné ma conversation avec Lucette cet après-midi-là, en particulier la partie sur Pierre donnant des conseils de carrière sur le fait de rester célibataire pour se concentrer sur l'avancement professionnel. Le visage de Pierre est devenu complètement blême et sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti pendant plusieurs secondes. Finalement, il a dit, Lucette a sorti cette conversation de son contexte et j'étais juste un bon mentor pour quelqu'un au début de sa carrière, partageant une sagesse générale sur le fait de ne pas laisser les relations vous empêcher de saisir des opportunités. Je lui ai demandé comment dire à quelqu'un de rester célibataire tout en vivant avec une petite amie depuis 2 ans pouvait compter comme une sagesse générale. Et il a bafouillé qu'il ne le pensait pas littéralement. Il parlait hypothétiquement de l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Il a essayé d'expliquer que le mentorat exige de partager différentes perspectives et que parfois on dit des choses qu'on ne pratique pas personnellement, mais nous savions tous les deux que c'était des sornettes et qu'il avait été pris dans une autre couche de tromperie. Pierre s'est lourdement assis sur le canapé et a mis sa tête dans ses mains et pendant un moment, j'ai presque eu pitié de lui jusqu'à ce que je me souvienne qu'il s'était infligé cela à lui-même en choisissant les mensonges plutôt que l'honnêteté pendant 3 années entières. J'ai dit à Pierre que je voulais qu'il quitte l'appartement et sa tête s'est relevée avec une expression de choc comme si j'avais suggéré quelque chose de complètement irrationnel. Il a dit que c'était aussi son appartement, puisque nous sommes tous les deux sur le bail et qu'il a autant le droit d'être ici que moi. Il a légalement raison et je déteste qu'il ait techniquement raison sur cette seule chose, mais j'ai très clairement fait savoir que j'en avais assez de prétendre que nous étions un couple fonctionnel qui pouvait vivre ensemble pacifiquement. Je lui ai dit qu'il pouvait dormir sur le canapé jusqu'à ce que nous trouvions quoi faire à propos de la situation du loyer, mais que je n'allais pas partager un lit avec quelqu'un qui a passé des années à me traiter comme un secret gênant. Pierre a argumenté que j'étais précipitée et que nous devrions prendre du temps pour nous calmer avant de prendre de grandes décisions sur notre situation de logement. Il a suggéré qu'il pourrait peut-être rester dans un hôtel pendant quelques jours pour nous donner de l'espace à tous les deux et qu'ensuite nous pourrions nous asseoir et avoir une conversation calme sur notre avenir. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'avenir à discuter et qu'il pouvait rester à l'hôtel en permanence. Ça m'était égal. La mâchoire de Pierre s'est crispée et il a dit, « Tu vas regretter d'avoir jeté une relation de 3 ans à cause d'une erreur. » Mais ce n'est pas moi qui ai passé 3 ans à commettre la même erreur chaque jour. La semaine suivante, j'avais l'impression de vivre avec un étranger hostile qui savait par hasard où je gardais mes clés de rechange. Pierre partait au travail avant que je ne me réveille et ne rentrait pas avant 21h, m'évitant clairement autant que possible. J'ai passé mes soirées sur mon ordinateur portable à regarder des studios dans ma gamme de prix, calculant si je pouvais me permettre de rompre le bail à l'avance ou si je devais attendre la date de renouvellement dans 4 mois. L'appartement semblait petit et trop silencieux, rempli de toutes nos affaires de couple qui ressemblaient maintenant juste à des preuves d'une relation qui n'a jamais été ce que je pensais.
Nos photos encadrées sur les murs, la cafetière que nous avions achetée ensemble, le canapé que nous avions passé 3 week-ends à acheter parce que Pierre voulait la nuance parfaite de gris. Tout me rappelait que j'avais construit une vie avec quelqu'un qui vivait une vie complètement différente dès qu'il sortait par la porte chaque matin. J'ai fait un tableur des appartements que je pouvais me permettre et j'ai commencé à contacter les propriétaires pour connaître les disponibilités. Tiffen est arrivée le samedi matin avec le camion de son petit ami et une pile de cartons du magasin de bricolage. Elle a regardé mon visage et m'a prise dans ses bras. Puis elle a commencé à m'aider à emballer mes affaires importantes pour les emmener chez elle pour un stockage temporaire. Nous avons rempli des cartons avec mes livres, mes vêtements d'hiver, la vaisselle de ma grand-mère que je ne voulais pas que Pierre casse accidentellement par dépit. Tiffen a enveloppé chaque assiette soigneusement dans du papier journal et m'a dit que je pouvais rester dans sa chambre d'amis si les choses devenaient trop inconfortables ici. Pierre est sorti de la chambre où il se cachait depuis l'arrivée de Tiffen et nous a regardé charger des cartons dans le camion. Il a demandé si j'allais vraiment jeter 3 ans à cause d'une erreur et Tiffen s'est retournée et lui a dit que ce n'était pas une erreur. C'était 3 ans de mensonges continus. Pierre l'a ignoré et a continué de me regarder en attendant une réponse. J'ai dit à Pierre que ce n'était pas une erreur. C'était un millier de petites décisions qu'il avait prises chaque jour pour m'exclure de sa vie et prétendre que je n'existais pas dès qu'il arrivait au travail. C'était chaque fois qu'il disait à ses collègues qu'il était célibataire, chaque fois qu'il se positionnait avec les employés célibataires lors des événements de l'entreprise, chaque fois qu'il donnait des conseils sur le fait de rester célibataire pour se concentrer sur l'avancement de carrière alors que j'étais à la maison, pensant que nous construisions un avenir ensemble. Pierre a dit que j'étais dramatique et que beaucoup de couples gardaient leur vie professionnelle et domestique complètement séparées sans que cela ne signifie quelque chose de négatif. Il a prétendu que je prenais des limites professionnelles normales et que je les déformais en une sorte de trahison, alors qu'en réalité il était juste privé sur les questions personnelles. Tiffen a fait un bruit de dégoût et a chargé une autre boîte dans le camion, me laissant là avec Pierre dans notre salon qui ne semblait plus être le nôtre. Mon téléphone a sonné pendant que je pliais des vêtements dans une boîte et l'afficheur a montré que la mère de Pierre appelait. J'ai failli ne pas répondre parce que je ne voulais pas avoir à faire face à elle défendant son fils à ce moment-là, mais quelque chose m'a poussé à répondre quand même. Elle a dit que Pierre lui avait raconté que nous avions des problèmes et qu'elle voulait comprendre ce qui s'était passé entre nous. Sa voix était douce et sincèrement inquiète, pas accusatrice. Je lui ai donc donné les faits de base sur Pierre, cachant notre relation à ses collègues pendant 3 ans et se présentant activement comme célibataire au travail. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne, puis elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que Pierre faisait cela et qu'elle était très déçue de lui. Elle m'a dit qu'elle l'avait mieux élevé que ça, pour ne pas traiter quelqu'un qu'on est censé aimer comme un secret dont on a honte. Je me suis assise sur le bord du lit parce qu'entendre sa propre mère valider mes sentiments a fait que quelque chose s'est ouvert dans ma poitrine. La mère de Pierre a dit qu'elle s'était toujours demandé pourquoi nous n'allions jamais aux événements familiaux ensemble et que Pierre continuait de dire que j'étais occupée par le travail ou que j'avais d'autres engagements. Elle s'est excusée de ne pas avoir posé plus de questions ou poussé Pierre à m'amener plus souvent. Elle m'a raconté que le père de Pierre avait fait quelque chose de similaire dans la vingtaine, traitant les petites amies comme si elles n'étaient pas assez importantes pour être intégrées à sa vie ou présentées aux personnes qui comptaient. Elle a dit qu'elle espérait que Pierre serait différent, mais apparemment certains schémas sont plus profonds qu'elle ne l'imaginait. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour aider et je lui ai dit honnêtement que j'avais juste besoin que Pierre assume la responsabilité de ses décisions au lieu de trouver des excuses. Elle a soupiré et a dit qu'elle lui parlerait, mais qu'elle comprenait si j'avais déjà pris ma décision concernant la relation. Nous avons parlé quelques minutes de plus de choses pratiques comme le loyer et mon plan pour trouver mon propre logement et elle a proposé de m'aider avec les frais de déménagement si j'en avais besoin. J'ai remercié et raccroché en me sentant étrangement plus légère, comme si avoir quelqu'un de la propre famille de Pierre reconnaissant que son comportement était mauvais rendait tout plus réel d'une certaine manière. J'ai raccroché avec la mère de Pierre et suis restée assise sur le lit pendant un moment, regardant simplement mon téléphone. La conversation tournait en boucle dans ma tête, surtout la partie où elle a dit que le père de Pierre avait l'habitude de faire la même chose, traitant les petites amies comme si elles n'étaient pas assez importantes pour être présentées. Cela me fait me demander à quel point cela est profond. Si Pierre se rend même compte qu'il répète les schémas de son père ou s'il pense qu'il est différent d'une manière ou d'une autre.
Mais savoir pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière ne change pas ce qu'il a fait ou ne diminue pas la douleur. Comprendre que Pierre a peut-être appris ce comportement de son père ne signifie pas que je dois accepter d'être caché pendant encore 3 ans ou de rester avec quelqu'un qui me traite comme un secret embarrassant. Je me sens validée en entendant sa propre mère dire qu'elle est déçue de lui, mais je me sens aussi triste parce que je réalise que ce schéma peut être plus grand que simplement Pierre étant imprudent ou négligent avec mes sentiments. Pourtant, j'en ai assez de lui trouver des excuses ou d'essayer de résoudre des problèmes qu'il n'admet même pas exister. Pierre a été convoqué à une réunion le lendemain matin avec Alix Cavelier des RH et Christophe Collin, son chef de service. Il a quitté l'appartement tôt sans dire au revoir et j'ai passé la journée à regarder des annonces d'appartements sur mon ordinateur portable tout en étant assise à notre table de cuisine qui ne sera plus la nôtre pour longtemps. Pierre est rentré ce soir-là vers 18h et dès qu'il a franchi la porte, j'ai pu sentir que quelque chose s'était passé. Ses épaules étaient affaissées et son visage semblait gris comme si quelqu'un avait drainé toute sa couleur. Il a laissé tomber sa mallette à la porte et est resté là pendant 1 minute avant de se diriger vers la cuisine et de se verser un verre d'eau. Je l'ai observé depuis le canapé et j'ai attendu qu'il dise quelque chose et finalement il s'est retourné et m'a dit qu'il avait été mis sous un plan d'amélioration des performances. Sa voix était plate et fatiguée, comme s'il était trop épuisé pour être en colère. Il a expliqué qu'Alix et Christophe s'étaient assis avec lui pendant plus d'1 heure pour parler d'intégrité et de culture d'entreprise et de la façon dont l'entreprise a besoin d'employés en qui elle peut avoir confiance. Ils lui ont dit que la perte du contrat client était grave, combinée aux questions sur son honnêteté concernant les affaires personnelles, ils avaient besoin de voir une amélioration significative de sa conduite professionnelle au cours des 90 prochains jours. Pierre a posé le verre sur le comptoir assez fort pour que l'eau déborde. Il m'a regardé et a dit, « Tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as humilié devant tous ceux avec qui je travaille et tu as détruit ma réputation professionnelle à cause de drames relationnels. » Il a dit, « Tu as pris des affaires privées et tu les as rendues publiques de la manière la plus préjudiciable possible. Et maintenant, ma carrière en souffre parce que tu n'as pas pu supporter d'être tenu à l'écart de ma vie professionnelle. » Je suis restée assise sur le canapé et je lui ai rappelé que je n'avais pas créé les mensonges, je les avais seulement rendus visibles aux personnes qui méritaient de connaître la vérité. Je lui ai dit qu'il avait passé 3 ans à tromper activement ses collègues, se présentant comme célibataire, faisant des présentations sur le fait de rester célibataire et se positionnant avec les employés libres à toutes les fonctions de l'entreprise. Pierre a secoué la tête et a dit, « Tu déformes tout. Je gardais juste des limites professionnelles et c'est toi qui as franchi la ligne en envoyant des fleurs et des gâteaux et en appelant le bureau pendant des réunions importantes. » Il a dit, « Les couples normaux n'entraînent pas les lieux de travail de l'autre dans leurs problèmes personnels. Et tu as ruiné ma réputation parce que tu étais jalouse ou peu sûre de toi ou quel que soit ton problème. » Je me suis levée du canapé et me suis approchée de l'endroit où il se tenait au comptoir de la cuisine. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit que Christophe Collin lui avait apparemment dit que l'entreprise prenait l'intégrité au sérieux et que mentir aux collègues sur sa vie personnelle soulevait des doutes sur l'honnêteté professionnelle. La mâchoire de Pierre s'est crispée et il a détourné le regard, fixant le mur derrière moi au lieu de rencontrer mes yeux. Il a dit que c'était ridicule que sa carrière soit jugée sur la base de décisions relationnelles, que ce qu'il faisait dans sa vie personnelle ne devrait pas importer tant qu'il performait bien au travail. J'ai souligné qu'il n'avait pas seulement pris des décisions relationnelles. Il avait activement menti à tous ceux avec qui il travaillait depuis 3 ans et ces mensonges m'impliquaient, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Il a dit que j'étais vindicative et que je devrais être heureuse d'avoir obtenu ce que je voulais, ce qui était apparemment de ruiner sa vie professionnelle. Je lui ai dit que je ne voulais rien ruiner. Je voulais juste exister en tant que sa petite amie dans tous les domaines de sa vie, au lieu d'être cachée comme quelque chose de honteux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé chaque minute libre à regarder des appartements en ligne et à appeler les propriétaires. J'ai finalement trouvé un studio décent dans un immeuble à environ 15 minutes de mon travail. C'est petit, mais propre, avec une bonne lumière naturelle provenant d'une grande fenêtre orientée au sud. Le loyer est plus élevé que ce que j'aimerais, mais gérable si je prends quelques missions en freelance les week-ends. J'ai programmé une visite pour le samedi matin et j'ai emmené Tiffen avec moi pour un deuxième avis. Le propriétaire nous a fait visiter le studio, soulignant les appareils de cuisine mis à jour et le fait que les charges sont incluses dans le loyer.
Tiffen a vérifié la pression de l'eau dans la salle de bain et a ouvert tous les placards pendant que je me tenais au milieu de l'espace vide en essayant d'imaginer mes meubles là-bas. Après que le propriétaire soit parti pour nous laisser discuter en privé, Tiffen a demandé si j'étais vraiment prête à vivre seule après 3 ans de partage d'espace avec Pierre. Je lui ai dit que j'étais plus que prête, que j'avais besoin de mon propre endroit où je n'aurais pas à me demander si j'avais la permission d'exister ou non. Elle a hoché la tête et a dit que l'appartement semblait solide et que si le propriétaire m'acceptait, je devrais foncer. J'ai trouvé le propriétaire dans le petit bureau de l'immeuble et j'ai rempli le dossier. Il a vérifié ma solvabilité sur place pendant que j'attendais et 20 minutes plus tard, il a dit que mon dossier était approuvé si je pouvais verser le premier mois de loyer et le dépôt de garantie avant lundi. J'ai fait le calcul dans ma tête et j'ai réalisé que cela viderait pratiquement mon compte d'épargne, mais j'ai dit oui et nous nous sommes serrés la main. Il m'a donné un contrat de location à emporter et à examiner, en disant, si vous signez et apportez le versement d'ici lundi après-midi, vous pouvez emménager dans 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Je suis sortie du bâtiment en tenant le contrat de location et en sentant que je venais de prendre la plus grande décision de ma vie. Tiffen m'a emmené déjeuner pour célébrer et nous nous sommes assises dans une banquette de notre café préféré, parlant de la façon dont j'allais décorer le studio et des meubles que je devrais acheter. Elle a proposé de m'aider à déménager et a dit que son petit ami avait un camion que nous pouvions utiliser. Pour la première fois depuis des semaines, je ressens quelque chose qui ressemble à de l'espoir plutôt que seulement de la colère et de la douleur. Je suis retournée à l'appartement ce soir-là et j'ai laissé le contrat de location sur le comptoir de la cuisine pendant que j'allais prendre une douche. Quand je suis sortie 20 minutes plus tard, les cheveux mouillés et vêtue de vêtements propres, Pierre était dans la cuisine, tenant les papiers. Il m'a regardée et a demandé si j'allais vraiment déménager dans un minuscule studio au lieu de régler les choses. Sa voix avait un ton comme s'il ne pouvait pas croire que j'allais vraiment jusqu'au bout. Je suis passée à côté de lui jusqu'au réfrigérateur et j'ai pris une bouteille d'eau. Puis je me suis retournée et lui ai dit qu'il n'y avait rien à régler parce que je ne lui faisais plus confiance et que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui me traitait comme un inconvénient. Pierre a posé le contrat sur la table et a dit, « Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Nous vivons ensemble. Nous avons construit une vie ici et tu vas juste tout jeter. » Je lui ai rappelé qu'il avait tout jeté quand il avait décidé de prétendre que je n'existais pas chaque fois qu'il entrait dans l'immeuble de bureau. Il a dit que j'étais dramatique et que beaucoup de couples gardaient leur vie professionnelle et personnelle complètement séparées sans que cela ne signifie quelque chose de négatif sur la relation. Pierre a alors essayé une approche différente. Sa voix devenant plus douce, suppliante, il a dit qu'il allait me présenter à tout le monde au travail, qu'il m'emmènerait à tous les futurs événements de l'entreprise, qu'il allait prouver qu'il avait changé et qu'il voulait que je fasse partie de toute sa vie. Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui ne me valorisait publiquement qu'après y avoir été forcé. Je lui ai dit que le respect ne ressemblait pas à ça, à devoir humilier quelqu'un pour qu'il reconnaisse votre existence. J'ai dit que le vrai respect signifie que votre partenaire veut vous inclure dès le début, pas parce qu'il a été pris en train de mentir et a subi des conséquences. Le visage de Pierre s'est durci et il a dit que j'étais impossible, que je n'acceptais ni ses excuses, ni ses promesses de changer. Alors, qu'est-ce que je voulais exactement de lui? Je lui ai dit que je ne voulais plus rien de lui et c'est pourquoi je déménageais dans 3 semaines. Tiffen est venue le samedi suivant avec des cartons et du ruban adhésif pour m'aider à commencer à trier mes affaires. Nous étions dans la chambre en train de plier des vêtements dans des cartons quand Pierre est apparu et s'est appuyé contre le cadre de la porte, nous observant. Il avait ce sourire sur le visage que je reconnais, le charmant qu'il utilise quand il veut quelque chose. Il a regardé Tiffen et a dit, « Tu as toujours été une si bonne amie pour elle. » Et il a parié qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi, c'est-à-dire régler les choses au lieu de prendre des décisions hâtives. Tiffen a arrêté de plier le pull dans ses mains et s'est tournée pour faire face à Pierre. Elle l'a regardé pendant un long moment et je pouvais la voir décider si elle devait être polie ou honnête. Elle a choisi l'honnêteté, l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tout homme qui cache sa petite amie pendant 3 ans ne mérite pas une 4e chance et peut-être que tu devrais te concentrer sur la raison pour laquelle tu l'as si mal traitée au lieu d'essayer de manipuler ses amis pour la convaincre de rester. » Le sourire de Pierre a complètement disparu. Il est resté là pendant quelques secondes de plus, comme s'il essayait de trouver une réponse.
Puis il s'est retourné et est retourné dans la chambre, fermant la porte plus fort que nécessaire. Tiffen et moi nous sommes regardés et elle a haussé les sourcils. J'ai articulé un merci pour elle et elle a souri en retournant à son pliage de vêtements. Nous avons passé les 3 heures suivantes à emballer mes vêtements d'hiver, mes livres et mes affaires de toilette. Pierre est resté dans la chambre tout le temps avec la porte fermée et j'étais reconnaissante de ne pas avoir à faire face à d'autres tentatives de sa part de me faire changer d'avis. Quand Tiffen est partie ce soir-là, j'avais 6 cartons emballés et empilés près de la porte d'entrée. Les regarder rendait tout cela réel d'une manière que ça ne l'avait pas été avant. Je pars vraiment. Je me choisis vraiment, au lieu d'essayer de réparer quelque chose qui était cassé depuis le début. Ma sœur m'a appelé le dimanche après-midi alors que j'étais assise sur le canapé à chercher des entreprises de déménagement. Elle a dit que notre mère lui avait tout raconté sur Pierre me cachant de ses collègues et toute la situation au bureau. Sa voix avait ce ton protecteur de grande sœur qui me fait me sentir comme si j'avais à nouveau 16 ans. Elle a dit qu'elle n'avait jamais aimé Pierre de toute façon, parce qu'il semblait toujours jouer un rôle au lieu d'être authentique, comme s'il jouait le rôle du bon petit ami au lieu d'en être vraiment un. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais rien dit avant et elle a expliqué qu'elle l'avait mentionné une fois à notre mère, mais qu'elles pensaient toutes les deux que j'étais heureuse et que ce n'était pas à elle de s'en mêler. Elle a dit que maintenant que tout était exposé, elle réalisait que beaucoup de comportements de Pierre étaient préoccupants et qu'elle aurait aimé insister davantage. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de relations, de signaux d'alarme et de la facilité avec laquelle on peut ignorer les avertissements quand on est au milieu d'une situation. Elle m'a parlé d'un gars avec qui elle était sortie à l'université qui la tenait à l'écart de son groupe d'amis, trouvant toujours des excuses pour qu'elle ne puisse pas aller aux fêtes ou sortir avec tout le monde. Elle a dit que cela avait détruit son estime de soi parce qu'elle avait passé 2 ans à se demander ce qui n'allait pas chez elle, qui le poussait à vouloir la cacher. Je réalise que beaucoup de gens ont probablement vu des signaux d'alarme dans ma relation avec Pierre, que j'ai ignorés ou justifiés. Le lundi matin, je vais au travail et demande à ma patronne si je peux lui parler en privé. Nous allons dans son bureau et je ferme la porte. Je lui dis alors que j'ai besoin de prendre quelques jours de congé pour gérer une situation personnelle. Je ne donne pas de détails, mais elle peut probablement voir sur mon visage que c'est sérieux. Elle est incroyablement compréhensive, me disant de prendre le temps dont j'ai besoin et de ne pas m'inquiéter des projets sur lesquels je travaille. Puis elle fait quelque chose d'inattendu. Elle me raconte qu'elle est sortie une fois avec quelqu'un qui la tenait à l'écart de son groupe d'amis, allant toujours aux événements sociaux seule et trouvant des excuses pour qu'elle ne puisse pas venir. Elle dit que cela a détruit son estime de soi et qu'il lui a fallu des années pour se remettre du sentiment de ne pas être assez bien pour être incluse dans sa vie. Elle comprend pourquoi j'ai besoin d'espace et de temps pour régler les choses. Je la remercie et quitte son bureau, reconnaissante d'avoir une patronne qui comprend et réalisant aussi que ce schéma d'hommes cachant leur partenaire est apparemment beaucoup plus courant que je ne le pensais. Je me rends compte que Pierre s'attendait probablement à ce que les choses se calment, mais au lieu de cela, son attitude s'aggrave de jour en jour. Il arrête de s'excuser et commence à faire des commentaires sur le fait que je gâche 3 ans pour rien, que je suis dramatique à propos de quelque chose dont la plupart des couples parleraient simplement. Quand j'emballe mes livres, il passe et marmonne que je le regretterai quand je serai seule dans un minuscule appartement, réalisant que j'ai renoncé à quelque chose de bien. Je l'ignore et continue d'emballer mes affaires dans du papier journal, mais ces mots restent dans ma tête, même si je sais que c'est juste lui qui essaie de me faire me sentir mal de partir. Il me dit que j'exagère quand j'emballe les affaires de cuisine que nous avons achetées ensemble. Il dit: les gens normaux ne mettent pas fin à des relations parce que le partenaire voulait garder le travail séparé de la maison. Le fait est qu'il ne comprend toujours pas. Il pense que c'est parce que je voulais aller aux apéros du bureau, pas parce qu'il a activement menti à tous ceux avec qui il travaillait pendant 3 années entières. Lucette m'envoie un message le mardi pour me demander si je veux déjeuner et je la retrouve dans un café près de son bureau. Elle semble mal à l'aise en s'asseyant, comme si elle n'était pas sûre de devoir me dire ce qu'elle s'apprête à dire. Elle explique que Pierre déjeune seul à son bureau depuis 1 semaine parce que personne ne l'invite plus au déjeuner de groupe habituel. Les gars qui l'appelaient pour jouer au foot après le travail ont cessé de l'inclure et quand il a essayé de se joindre à eux quand même, les choses sont devenues étranges et silencieuses. Elle dit que les gens ne sont pas méchants exactement, juste distants, comme s'ils n'étaient pas sûrs de quoi d'autre. Pierre a menti et ne veulent pas trop s'approcher de quelqu'un qui s'est révélé malhonnête.
Rémi aurait dit à tout le monde que si Pierre pouvait cacher une petite amie entière pendant 3 ans, qui sait ce qu'il cache d'autre. Et maintenant, les gens sont très prudents autour de lui. Lucette se sent mal pour lui, mais dit aussi qu'elle comprend pourquoi les gens réagissent de cette manière, parce que la confiance est importante sur un lieu de travail. Et Pierre a brisé cette confiance d'une manière très importante. Elle mentionne que Pierre a essayé de s'expliquer au déjeuner un jour, disant qu'il valorisait simplement sa vie privée, mais Juliette a souligné qu'il y a une différence entre la vie privée et le mensonge actif sur toute sa situation de vie. Ce soir-là, je suis chez Tiffaine, l'aidant à réorganiser son placard et je lui raconte ce que Lucette a dit. Une partie de moi se sent coupable d'entendre parler de Pierre, déjeunant seul et étant exclu des choses, même si je sais qu'il s'est infligé cela à lui-même. Tiffaine arrête de suspendre des chemises et me regarde sérieusement, me rappelant que je ne punis pas Pierre en partant ou en exposant ses mensonges. Elle dit que ce sont juste des conséquences naturelles des décisions qu'il a prises chaque jour pendant 3 ans. Et s'il est mal à l'aise maintenant, c'est parce qu'il a construit toute son identité de travail sur un mensonge qui ne pouvait pas durer éternellement. Elle me demande si je me sens coupable quand quelqu'un reçoit une amende pour excès de vitesse pour avoir vraiment fait de la vitesse et je dis non. Et elle dit, c'est la même chose. Pierre a construit ce château de cartes élaboré, où il était célibataire au travail et avait une petite amie secrète à la maison, et j'ai juste arrêté de le tenir pour lui. Les cartes sont tombées parce que la structure était mauvaise, pas parce que je les ai renversées. Elle me rappelle que j'ai donné à Pierre des centaines d'occasions de me présenter, de me reconnaître, de me traiter comme une vraie partie de lui et qu'il a choisi de ne pas le faire à chaque fois. Ces conséquences ne sont pas de ma faute. Pierre me coince dans la cuisine le jeudi soir pendant que je prépare le dîner. Il dit qu'il a réfléchi et que nous devrions peut-être essayer la thérapie de couple, qu'il existe des personnes spécialisées dans les problèmes de confiance et de communication. Il semble presque désespéré en parlant de la façon dont nous pouvons surmonter cela si nous nous engageons tous les deux à être honnêtes et ouverts à partir de maintenant. J'éteins la cuisinière et lui dis que je ne veux rien surmonter parce que j'en ai assez d'être la personne qui s'accommode, s'ajuste et essaie de comprendre pendant qu'il fait juste ce qu'il veut. Il commence à interrompre, mais je continue en expliquant que la thérapie est pour les personnes qui veulent réparer quelque chose et je ne veux pas réparer ça. Je ne veux pas passer des mois ou des années en thérapie à parler de pourquoi il m'a caché, à travailler pour reconstruire une confiance qui aurait dû être là dès le début. Je suis épuisée par 3 ans à me demander ce qui n'allait pas chez moi, qui le poussait à vouloir me tenir à l'écart de sa vraie vie. Il dit que j'abandonne trop facilement, que toutes les relations demandent du travail et je lui dis qu'il y a une différence entre le travail normal d'une relation et le fait de devoir convaincre son petit ami qu'on mérite d'exister dans sa vie. Il a l'air blessé et dit qu'il ne m'a jamais fait sentir que je ne méritais pas d'exister. Et je lui rappelle qu'il m'a littéralement présenté comme sa voisine quand je lui ai apporté son déjeuner d'anniversaire. Pierre demande ce qu'il doit dire aux gens sur la raison de notre rupture et je peux voir qu'il s'inquiète de paraître mauvais. Je suggère qu'il essaie de dire la vérité pour une fois, qu'il a caché sa petite amie pendant 3 ans et qu'elle en a finalement eu assez d'être un secret. Il dit que je suis cruelle et que je sais que c'est plus compliqué que ça, mais je ne pense pas que ce soit compliqué du tout. Il a menti. J'ai découvert. Je suis partie. C'est toute l'histoire. Il veut que je l'aide à créer un récit où nous nous sommes simplement éloignés ou voulions des choses différentes, quelque chose qui le fera paraître mieux pour sa famille et ses amis. Je lui dis que je ne vais pas l'aider à mentir sur la raison de la fin de notre relation, quand le mensonge est exactement ce qui l'a terminé en premier lieu. Il devient furieux et dit qu'attendre l'honnêteté est bien, mais que je vais trop loin, que j'essaie de l'humilier en le forçant à admettre à tout le monde ce qu'il a fait. Je souligne que je ne le force à rien, que ce sont juste les faits réels de ce qui s'est passé. Et si la vérité est humiliante, alors peut-être qu'il aurait dû y penser avant de faire des choses humiliantes. Il sort en trombe de la pièce et je retourne à l'emballage de carton, me sentant plus légère d'une certaine manière, même si la conversation était difficile. Le jour du déménagement arrive enfin le samedi matin et Tiffaine se présente à l'heure avec le camion de son petit ami. Elle porte un vieux jean et un t-shirt qui dit « Good Vibe Only » et a apporté du café et des sandwichs pour le petit déjeuner pour nous deux. Pierre reste dans la chambre avec la porte fermée, tout le temps que nous chargeons les cartons et les meubles. Je peux l'entendre bouger à l'intérieur, mais il ne sort jamais pour aider ou dire au revoir ou quoi que ce soit.
Tiffen hausse les sourcils alors que nous chargeons mon bureau en passant devant la porte de la chambre et que nous pouvons l'entendre regarder la télévision à l'intérieur, et elle murmure que c'est assez pathétique, même pour lui. Nous faisons 4 voyages jusqu'au camion, chargeant tout ce que j'emporte avec moi, et Pierre ne se montre pas une seule fois. Alors que nous chargeons la dernière boîte, je m'arrête et regarde la porte fermée de la chambre pendant une seconde, pensant que peut-être il sortira et que nous aurons une sorte de conversation finale. Mais la porte reste fermée et j'entends le volume de la télévision augmenter. Et Tiffen me touche le bras et dit, on devrait y aller. Quitter cet appartement fort la dernière fois est étrange, comme si je laissais derrière moi une version entière de moi-même, qui pensait qu'être patiente et compréhensive finirait par suffire. La porte se ferme derrière nous et je ne regarde pas en arrière. Mon nouveau studio est au 3e étage d'un vieil immeuble avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière. C'est minuscule par rapport à l'endroit que je partageais avec Pierre. Il peut à peine contenir mon lit, mon bureau et un petit canapé, mais c'est le mien. Tiffen et son petit ami m'aident à tout monter et puis ils partent chercher de la pizza pendant que je commence à déballer. J'installe mes meubles, je suspends mes vêtements et je place mes livres sur l'étagère sous la fenêtre. Tout rentre de justesse et je me tiens au milieu de la pièce, regardant mes affaires dans ce nouvel espace. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer correctement, comme s'il n'y avait pas un poids sur ma poitrine, rendant tout plus difficile. Je ne marche pas sur des œufs ou je ne me demande pas si aujourd'hui sera le jour où Pierre me présentera enfin à ses amis. Je ne vérifie pas mon téléphone en espérant qu'il m'invite à quelque chose où je ne me trouve pas d'excuse pour la raison pour laquelle il me tient à l'écart. Je suis juste ici dans mon propre espace et personne ne prétend que je n'existe pas. Tiffen revient avec de la pizza et du champagne vers 19h et nous nous asseyons par terre en mangeant des parts de pepperoni et en buvant dans des gobelets en plastique parce que je n'ai pas encore déballé mes verres normaux. Elle lève son gobelet et porte un toast à ne plus jamais accepter le strict minimum d'hommes qui ne peuvent pas apprécier ce qu'ils ont. J'ajoute que nous trinquons à être visibles, reconnus et traités comme si nous comptions. Et elle dit, oui, exactement. Nous choquons nos gobelets en plastique et buvons du champagne bon marché qui a un goût incroyable de toute façon. Tiffen me dit que je ressemble plus à moi-même que depuis des années et je réalise qu'elle a raison. Je m'étais tellement habituée à me faire plus petite, plus silencieuse et plus pratique pour Pierre que j'avais oublié ce que c'était que d'exister sans m'excuser pour cela. Elle reste jusqu'à près de minuit, m'aidant à déballer les affaires de cuisine et à accrocher des tableaux. Et quand elle part, elle me serre fort dans ses bras et dit qu'elle est fière de moi de m'être choisie. La première semaine dans mon nouvel appartement est silencieuse et étrange d'une manière que je n'avais pas prévue. Je continue de penser que j'entends les clés de Pierre dans la porte où je commence à lui envoyer un message sur quelque chose de drôle qui s'est passé avant de me souvenir que nous ne sommes plus ensemble. Je me réveille le mardi matin et commence automatiquement à faire du café pour 2 personnes avant de me rattraper. Le mercredi soir, je rentre du travail et je réalise que je n'ai pas besoin de coordonner mon emploi du temps avec les plans de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de me demander si ce soir est la nuit où je vais enfin rencontrer ses collègues. Je peux dîner quand je veux, regarder l'émission que je veux et me coucher tôt ou rester debout tard sans consulter personne. C'est étrange comme quelque chose qui devrait sembler solitaire semble en fait libérateur, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 ans et que j'expirais enfin. Lucette m'envoie un message le vendredi pour me demander comment je m'installe et mentionne que Pierre semble vraiment renfermé au travail ces derniers temps. Elle dit qu'il a été silencieux en réunion et qu'il part à 17h précise au lieu de rester tard comme il le faisait. Je la remercie de prendre de mes nouvelles, mais je lui dis que l'état émotionnel de Pierre n'est plus ma responsabilité, qu'il va devoir régler ses propres problèmes sans que j'essaie de le réparer pour lui. Lucette répond que c'est une limite saine et qu'elle est heureuse que je prenne soin de moi. Elle ajoute qu'elle espère que Pierre apprendra quelque chose de tout cela, mais que de toute façon ce n'est pas mon travail de lui enseigner. Je la remercie d'être gentille et de m'avoir contactée et je le pense sincèrement. C'est bien de savoir que de bonnes choses sont sorties de ce désordre, comme le fait de me connecter avec des gens qui me voient vraiment comme une personne qui vaut la peine d'être connue. J'ai passé cette nuit-là à parcourir mon téléphone et mon ordinateur portable, bloquant Pierre sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser, Facebook, Instagram, Twitter, même LinkedIn, parce que je n'ai pas besoin qu'il voie mes mises à jour professionnelles ou qu'il essaie de se connecter par le biais de choses professionnelles.
Chaque clic sur le bouton de blocage est étrange, comme si j'effaçais 3 ans de ma vie, un compte de réseau social à la fois. Je supprime nos photos de couple de mon téléphone, celles des vacances, des anniversaires et des mardis soirs aléatoires où nous étions heureux ou où je pensais que nous étions heureux. Mon pouce s'arrête sur le bouton de suppression d'une photo de nous à la plage l'été dernier, tous les deux bronzés et souriants. Et je réalise que je ne suis plus triste de perdre la relation. Je suis triste de perdre la version de moi-même qui croyait à ses excuses et pensait que l'amour signifiait devenir invisible. Les photos vont à la poubelle et je la vide immédiatement pour ne pas changer d'avis. Puis elle envoie un message pour me demander comment je vais et je lui parle du nettoyage des réseaux sociaux. Elle répond, cela fait partie du processus de guérison. Tu n'effaces pas le passé, tu choisis de ne plus vivre dedans. Elle ajoute que garder ces connexions numériques ne me donnerait que des raisons de vérifier comment il va et de me torturer. Et elle a raison. Je pose mon téléphone et regarde autour de mon studio mes affaires arrangées exactement comme je le veux et je me sens plus légère que depuis des mois. Ma sœur Éléonore arrive le vendredi soir avec sa valise et une bouteille de vin, disant qu'elle a pris son vendredi de congé pour venir passer le week-end avec moi. Nous commandons de la nourriture thaïlandaise et nous nous asseyons par terre en mangeant du pad thaï directement dans les barquettes pendant qu'elle me demande comment je vais vraiment. Je dis la vérité, que certains jours je suis en colère, certains jours je suis soulagée et certains jours je me demande si j'ai exagéré en faisant exploser la vie de Pierre si publiquement. Éléonore pose sa nourriture et me regarde sérieusement, disant que je n'ai pas du tout exagéré, parce que Pierre a passé 3 ans à mentir activement à tout le monde sur mon existence. Elle dit que tout homme qui traite sa petite amie comme un secret honteux mérite exactement ce qu'il a eu. Nous parlons pendant des heures de relation, d'estime de soi et de pourquoi on apprend aux femmes à se faire plus petites pour des hommes qui ne les apprécient pas. Éléonore me dit que me voir me défendre l'a inspirée à aborder certains problèmes dans sa propre relation, que son petit ami Maxence a fait des choses similaires en ne voulant pas qu'elle rencontre ses amis de l'université. Elle l'a confronté la semaine dernière et il a admis qu'il aimait garder différentes parties de sa vie séparées. Mais après avoir vu ce qui s'est passé avec Pierre, Éléonore a dit à Maxence que ce n'était plus acceptable. Je me sens bien de savoir que quelque chose de positif est sorti de ce désordre, que peut-être ma sœur ne gaspillera pas 3 ans comme je l'ai fait. Nous restons éveillés jusqu'à 2 heures du matin à parler et à rire. Et quand nous allons enfin nous coucher, je réalise que je n'ai pas pensé à Pierre depuis des heures. Le lundi matin, je suis au travail quand une notification par email apparaît du compte personnel de Pierre. L'objet dit, s'il te plaît, lis, je suis désolé. Et mon estomac se noue parce que je sais que je devrais juste le supprimer sans l'ouvrir, mais je clique quand même et je commence à lire le premier paragraphe où Pierre dit qu'il a beaucoup réfléchi et qu'il réalise qu'il avait peur que l'engagement devienne public, peur que les gens aient des opinions sur sa relation, peur de perdre la liberté qu'il avait quand les collègues pensaient qu'il était célibataire. Il écrit qu'il m'aime et qu'il veut une autre chance de bien faire les choses, qu'il me présentera à tout le monde, m'emmènera à tous les événements professionnels et prouvera qu'il a changé. Je ferme l'email sans finir et le déplace directement dans la corbeille. Puis je vide la corbeille pour ne pas pouvoir le récupérer plus tard. Les explications de Pierre n'ont plus d'importance parce que même si je comprends pourquoi il a fait ça, cela ne le rend pas acceptable ou digne de rester. Comprendre le mal de quelqu'un ne signifie pas que vous devez le laisser vous faire du mal. Le mercredi soir, je vais à mon premier cours de yoga au studio à 2 pâtés de maison de mon appartement. Je voulais essayer le yoga depuis plus d'1 an, mais Pierre voulait toujours les soirs libres pour son emploi du temps. Il voulait que je sois disponible au cas où il déciderait de rentrer plus tôt ou voudrait sortir. Maintenant, mes soirées sont à moi et je peux faire ce que je veux sans consulter personne. L'instructrice est une femme calme d'une 50aine d'années qui parle de se faire de la place pour soi, de respirer, d'être présent et d'honorer ses propres besoins. Pendant la relaxation finale, elle dit quelque chose sur la façon dont nous apprenons aux gens à nous traiter parce que nous acceptons et je suis allongée là sur mon tapis, réalisant que c'est exactement ce que je fais maintenant. Je m'enseigne à moi-même que je mérite mieux, en refusant d'accepter moins. Après le cours, je me sens étirée et en paix et je m'inscris pour la session hebdomadaire parce que c'est quelque chose que je fais pour moi. Le vendredi, j'apprends par des amis communs que Pierre dit aux gens que nous avons rompu parce que j'étais trop exigeante et que je ne pouvais pas supporter son besoin de séparation entre vie professionnelle et personnelle.
Notre ami Sylvain m'envoie un message pour me demander si c'est vrai que je m'attendais à ce que Pierre m'emmène à chaque fonction de travail et je réponds avec la véritable histoire de comment Pierre a dit à tout le monde qu'il était célibataire pendant 3 ans. Sylvain répond avec un tas d'émojis choqués et dit que la version de Pierre me faisait passer pour collante et contrôlante. Je suis irritée, mais pas surprise que Pierre invente encore des histoires au lieu d'assumer la responsabilité. Il a passé 3 ans à mentir à ses collègues à mon sujet, donc évidemment il va mentir à nos amis sur la raison de la rupture. Certaines personnes préfèrent réécrire l'histoire plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. Tiffen m'appelle le samedi matin, furieuse parce qu'elle a rencontré Pierre au supermarché et qu'il a essayé d'agir amicalement, lui demandant comment j'allais comme s'il s'en souciait vraiment. Elle voulait le confronter sur le champ à propos des mensonges qu'il répand. Elle voulait dire à tout le monde dans le rayon des fruits et légumes ce qu'il a vraiment fait. Je lui dis que peu importe l'histoire que Pierre raconte, parce que les gens qui comptent connaissent la vérité. Ses collègues ont vu les preuves de première main avec les fleurs, le gâteau et les photos de couple. Et ça me suffit. Nos vrais amis me demanderont directement ou comprendront que Pierre ment. Et ceux qui croient sa version sans poser de questions n'étaient probablement pas de bons amis de toute façon. Tiffen dit que je suis très mature à ce sujet, mais elle a toujours envie de rayer sa voiture et je ris et lui dis que ce n'est pas nécessaire. Pierre va devoir vivre avec ce qu'il a fait, quelles que soient les histoires qu'il se raconte à lui-même. Le dimanche soir, Lucette envoie un message pour me demander si je veux prendre un verre avec elle et 2 autres femmes du bureau de Pierre qui l'ont contacté après que tout se soit passé. Je les retrouve dans un bar à vin du centre-ville et je reconnais une femme des photos de couple que j'ai vues sur les réseaux sociaux, bien que nous ne nous soyons jamais vraiment rencontrés. Son nom est Joséphine et elle me parle de son ex-mari, qui l'a tenu complètement à l'écart de sa vie professionnelle pendant tout leur mariage. Il ne l'a jamais emmenée aux événements de l'entreprise. Il agissait comme si elle n'existait pas professionnellement. L'autre femme, Ameline, partage une histoire similaire sur un petit ami qui l'a compartimenté si complètement que ses amis ne savaient pas pour elle jusqu'à ce qu'ils sortent ensemble depuis 2 ans. Nous sommes assises là à partager nos histoires d'hommes qui nous ont traités comme des secrets et c'est bon de se connecter avec des personnes qui comprennent exactement ce que cela fait à votre estime de soi. Joséphine dit qu'elle est heureuse que j'ai dénoncé Pierre, parce qu'elle aurait aimé que quelqu'un ait dénoncé son ex avant qu'elle ne l'épouse et ne gaspille 10 ans. Nous échangeons nos numéros et prévoyons de nous revoir le mois prochain et je rentre chez moi en me sentant moins seule dans cette expérience. Ameline m'envoie un message le mardi après-midi pour me dire qu'elle doit me raconter quelque chose d'étrange. Elle dit que Pierre l'a approchée la semaine dernière dans la cuisine du bureau et lui a demandé si elle voulait prendre un café un jour. À peine 2 mois après notre rupture. Elle l'a refusé, disant qu'elle ne sortait pas avec des collègues, mais elle voulait que je le sache parce que cela semblait être une information que je devrais avoir. Je la remercie de me l'avoir dit et je ne suis même pas surprise, juste fatiguée. Pierre est déjà retourné à ses anciens schémas, essayant déjà de sortir avec des femmes du travail qu'il peut garder séparées et compartimentées. Il n'a absolument rien appris en me perdant, ni avec l'humiliation professionnelle, ni en devant expliquer ses mensonges à tout le monde. Certaines personnes choisiront toujours le confort plutôt que la croissance et Pierre est apparemment l'une de ces personnes. Cette confirmation que Pierre n'a pas changé ou appris quoi que ce soit me rend reconnaissante d'être partie quand je l'ai fait. J'aurais pu rester et croire à son email d'excuses. J'aurais pu lui donner une autre chance de prouver qu'il serait différent. Et dans 6 mois, je serais de retour là où j'ai commencé, caché pendant qu'il se présentait comme il le voulait au monde, trouvant des excuses pour que je ne puisse pas rencontrer de nouvelles personnes ou participer à des événements. Certaines personnes suivront toujours le chemin de la moindre résistance, choisiront toujours leur confort plutôt que les besoins de quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas besoin d'attendre que Pierre devienne quelqu'un de différent. Il est qui il est et cette personne n'est pas quelqu'un avec qui je veux être. Le jeudi soir, j'ouvre mon ordinateur portable et je commence à travailler sur des projets en freelance que j'avais repoussés depuis des mois. Pierre voulait toujours les soirs libres pour son emploi du temps. Il voulait que je sois disponible au cas où il rentrerait à la maison et voudrait de la compagnie ou déciderait que nous devrions faire quelque chose. Je refusais du travail de client. Je refusais parce que Pierre n'aimait pas quand j'étais occupée sur mon ordinateur portable au lieu de lui prêter attention. Maintenant, je prends 3 nouveaux projets et je passe mes soirées à créer des sites web et à concevoir des graphiques.
Et mon portfolio de travail s'améliore considérablement. Une cliente envoie un email louant ma créativité et mon attention aux détails, disant qu'elle me réembauchera certainement et me recommandera à des collègues. Je fais une capture d'écran de l'email et l'envoie à Tiffen avec une légende sur le fait que j'ai de la valeur en dehors d'être la petite amie cachée de quelqu'un et elle répond avec des émojis de célébration. Elle dit qu'elle est fière de moi d'investir en moi-même. Je passe la nuit du vendredi à organiser ma nouvelle étagère, arrangeant les livres par genre parce que c'est quelque chose que je peux contrôler, quand tout le reste a semblé si désordonné pendant si longtemps. Le studio est silencieux, à l'exception du bruit occasionnel de la rue, et je réalise que le silence ne me dérange plus. Il y a 3 mois, le silence m'aurait rendue anxieuse, imaginant pourquoi Pierre n'était pas encore rentré ou s'il m'évitait. Mais maintenant, cela ressemble juste à de la paix. Le samedi matin, je marche jusqu'à la librairie pour acheter un roman que Tiffen a recommandé. Quelque chose sur une femme qui recommence après une rupture. Je navigue dans la section fiction quand quelqu'un dit mon nom et je me retourne pour voir Juliette debout là avec un panier rempli de livres. Elle a l'air nerveuse comme si elle n'était pas sûre si je veux lui parler, mais je souris parce que je ne suis plus en colère contre elle. Juliette s'excuse immédiatement, disant qu'elle se sent très mal de ne pas avoir réalisé que Pierre mentait et qu'elle aurait dû se demander pourquoi il n'avait jamais mentionné de petite amie en 3 ans. Je lui dis que ce n'est pas sa faute parce que Pierre était convaincant et qu'elle n'avait aucune raison de douter de lui. Nous finissons par prendre un café dans le magasin d'à côté et Juliette me raconte que la culture du bureau a complètement changé depuis que tout s'est passé. Les gens sont plus honnêtes sur leur vie personnelle maintenant. Ils amènent leurs partenaires aux événements et parlent ouvertement de relations au lieu de prétendre que le travail existe dans une bulle séparée. Elle dit que ce que j'ai fait était désordonné, mais nécessaire, parce que cela a exposé un problème plus vaste avec la façon dont Pierre compartimentait tout. Juliette mentionne que Pierre sort apparemment avec quelqu'un de nouveau d'une autre entreprise et elle espère qu'il a appris à être plus honnête cette fois-ci. Je dis que je l'espère aussi, pas pour lui, mais pour quiconque est avec lui maintenant, parce que personne ne mérite d'être traité comme un secret. Nous échangeons nos numéros avant de partir et je rentre chez moi en me sentant plus légère parce que les excuses de Juliette m'ont aidé à réaliser que de bonnes personnes peuvent être prises dans les mensonges de quelqu'un d'autre sans être complices. La semaine suivante, je vais à un rendez-vous pour un café avec quelqu'un que j'ai rencontré par un ami. Rien de sérieux, mais c'est agréable de s'asseoir en face d'un homme qui se présente correctement et pose de vraies questions sur ma vie. Son nom est Marceau et il travaille dans le marketing. Et quand je mentionne mon travail de conception en freelance, il demande à voir mon portfolio sur le champ à la table. À notre deuxième rendez-vous, il m'invite à une soirée jeu avec ses amis et je rencontre 6 personnes qui savent déjà pour moi parce que Marceau leur a dit qu'il sortait avec quelqu'un de nouveau. Cela semble étrange au début d'être incluse si naturellement et immédiatement, mais bien, d'une manière qui me fait réaliser à quel point ma relation avec Pierre était anormale. Je sors avec 2 autres hommes le mois suivant, gardant les choses décontractées et légères, juste en apprenant à connaître des gens sans pression ni attente. L'un d'eux m'emmène à la fête d'anniversaire de sa sœur après seulement 3 rendez-vous. Et toute sa famille sait que j'existe et me traite comme une personne normale avec qui il sort. Le contraste avec le comportement de Pierre devient plus évident à chaque rendez-vous, à chaque introduction décontractée, à chaque fois que quelqu'un m'inclut dans des plans sans que cela ne semble être une grande faveur. Tiffen vient le jeudi soir avec de la nourriture thaïlandaise et nous mangeons par terre parce que je n'ai toujours pas de table à manger convenable. Elle me dit que j'ai l'air plus heureuse et plus confiante que pendant toute ma relation avec Pierre. Et je réalise qu'elle a raison. J'ai passé 3 ans à me faire plus petite pour m'adapter aux espaces que Pierre autorisait, ajustant mon emploi du temps selon ses préférences et acceptant des excuses qui n'avaient aucun sens. Maintenant, je me souviens de qui je suis sans ses limites, reprenant des passe-temps que j'avais abandonnés et faisant des plans sans vérifier si quelqu'un d'autre approuve d'abord. Tiffen dit qu'elle m'a vu me rétrécir pendant ces années, devenant plus silencieuse et moins affirmée, doutant toujours de moi-même. Je lui dis que je ne m'en suis même pas rendu compte parce que les changements étaient si lents, chaque petite accommodation s'ajoutant à la dernière, jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine. Elle demande si je suis en colère contre le temps que j'ai perdu, et je dis parfois, mais surtout je suis heureuse d'être partie avant de perdre d'autres années avec quelqu'un qui ne me valorisait pas assez pour reconnaître mon existence.
Mon avis de renouvellement de bail arrive par la poste la semaine suivante et je dois décider si je veux rester dans ce studio ou chercher quelque chose de plus grand. Je peux me permettre un appartement d'une chambre maintenant, avec mes revenus de freelance qui s'améliorent, peut-être même un endroit avec un petit balcon ou une meilleure lumière naturelle. Mais je garde le formulaire de renouvellement pendant 3 jours avant de le signer, choisissant de rester dans ce petit espace qui représente mon indépendance. Le studio me rappelle que je peux prendre soin de moi sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, que je suis complète seule. Tiffen pense que je suis têtue alors que je pourrais avoir mieux, j'explique que ce n'est pas la taille de l'appartement qui compte, mais ce qu'il représente. Cet endroit est juste à moi, décoré comme je le veux, sans les opinions ou les préférences de quelqu'un d'autre à considérer. Et cette liberté compte plus que les mètres carrés supplémentaires. Pierre m'envoie un message d'un nouveau numéro le mardi après-midi et je fixe le message pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. Il dit qu'il est en thérapie depuis 2 mois. Il veut s'excuser correctement, demandant si nous pouvons nous rencontrer pour un café pour discuter. J'apprécie qu'il travaille sur lui-même et la thérapie est probablement bonne pour lui, mais je dis que j'ai tourné la page et que je n'ai pas besoin d'une conclusion venant de lui. La réponse semble mature et honnête, ni cruelle ni trop accommodante, juste claire sur où j'en suis. Pierre répond qu'il comprend et espère que je vais bien, ce qui est probablement l'interaction la plus mature que nous ayons eue dans toute notre relation. Je ne réponds pas parce que je ne lui dois rien. Je ne lui dois pas de communication continue, mais j'espère que la thérapie l'aidera vraiment à mieux traiter les gens à l'avenir. Ses problèmes ne sont plus les miens à résoudre et toute croissance qu'il réalise doit être pour lui-même, pas pour me reconquérir. Je supprime la conversation et bloque le nouveau numéro, non pas par colère, mais parce que je suis fatiguée de ce chapitre de ma vie. Ma patronne m'appelle dans son bureau le vendredi matin et je passe le trajet dans le couloir à me demander si j'ai fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle me promeut. Elle me dit que je suis promue avec une augmentation de salaire significative et que la qualité de mon travail s'est considérablement améliorée au cours des derniers mois. Je la remercie en essayant de ne pas paraître trop surprise. Elle mentionne qu'elle a vu un changement dans ma confiance et ma créativité depuis le printemps. Assise à mon bureau, je réalise qu'être dans une relation où je me sentais diminuée affectait plus de domaines de ma vie que je ne le savais. La critique de Pierre, déguisée en inquiétude, s'était infiltrée dans ma vie professionnelle, ses manières subtiles de me faire sentir que je faisais toujours quelque chose de mal. Sans ce bruit de fond constant d'insuffisance, mon travail s'est amélioré parce que j'ai arrêté de remettre en question chaque décision. J'ai de nouveau fait confiance à mes compétences. La promotion semble être la preuve que quitter Pierre était le bon choix, que je suis capable et précieuse quand quelqu'un ne sape pas mon estime de soi. Tiffen me fait une fête d'anniversaire le mois suivant et mon appartement se remplit d'amis qui m'ont soutenu à travers tout ça. Quelqu'un demande si je sors sérieusement avec quelqu'un et je dis non, mais que je ne suis pas pressée parce que j'apprécie de construire une vie que j'aime vraiment. La question ne me rend pas défensive ou triste, juste honnête sur où j'en suis maintenant. J'ai passé tant d'années à me concentrer sur le bonheur de Pierre et à essayer d'être assez pour lui que j'ai oublié de vérifier si la relation me rendait heureuse. Maintenant, j'apprends ce que j'aime, sans tout filtrer d'abord par les préférences de quelqu'un d'autre. Mon amie Sarah dit qu'elle est fière de moi de m'être choisie et je réalise que c'est exactement ce que j'ai fait avec les fleurs. Quand j'ai envoyé ces fleurs et ce gâteau au bureau de Pierre, cela ressemblait à de la vengeance de l'extérieur, mais en réalité, c'était moi refusant de rester invisible et exigeant d'être reconnu. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je m'assois par terre, entourée de cartes d'anniversaire, et je pense aux actions que j'ai entreprises. Elles étaient désordonnées et publiques, certainement pas la voie mature que les gens recommandent toujours de suivre. Mais elles étaient aussi nécessaires pour mon respect de moi-même, car rester silencieuse aurait signifié accepter le traitement. Les fleurs, le gâteau et les appels téléphoniques n'avaient pas vraiment pour but de punir Pierre. Ils avaient pour but de refuser d'être effacé de sa vie tout en étant attendu d'y participer. Certaines personnes pensent probablement que je suis allée trop loin, que j'aurais dû simplement rompre tranquillement et passer à autre chose avec dignité. Mais la dignité de qui ? Pour rendre la vie de Pierre plus facile après qu'il ait passé 3 ans à mentir à tout le monde ? J'avais besoin de faire du bruit, de forcer la reconnaissance, de me prouver que je comptais. Que je comptais assez pour prendre de la place.
Les retombées ont été inconfortables, la carrière de Pierre en a souffert et ses collègues ont appris ses secrets. Mais c'était des conséquences de ses choix, pas des punitions que j'ai inventées. J'ai refusé de le protéger des résultats naturels de sa malhonnêteté et ce refus a été la première vraie limite que j'ai établie en des années. 6 mois passent et je me réveille dans mon studio sans vérifier mon téléphone pour voir si Pierre a envoyé un message, sans me demander si aujourd'hui sera le jour où il me reconnaîtra enfin correctement. Sans cette anxiété constante de bas niveau qui me suivait partout. Mes matins m'appartiennent maintenant et je bois mon café en silence sans que quelqu'un me dise que je fais quelque chose de mal. Tiffen remarque le changement lorsque nous nous rencontrons pour un brunch et dit que j'ai l'air plus légère d'une certaine manière, comme si je ne portais pas un poids invisible sur mes épaules. Je lui parle des limites que j'ai établies avec les rencontres et les amitiés. Comment je n'ignore pas les signaux d'alarme ou ne trouve pas d'excuses pour les personnes qui me traitent comme une option plutôt qu'une priorité. Elle porte un toast, lève son verre et dit qu'elle est fière de moi de m'être choisie en premier pour la première fois de ma vie. Le travail continue de bien se passer et ma patronne mentionne que ma confiance s'est améliorée, que je parle plus en réunion et que je défends mes idées au lieu de céder aux autres. Je réalise que la dévalorisation constante de Pierre s'était infiltrée dans ma vie professionnelle, me faisant remettre en question ma valeur dans des espaces où j'aurais dû me sentir en sécurité. Sans cette voix dans ma tête me disant que je suis trop ou pas assez, je fais de nouveau confiance à mes instincts et cela se voit dans tout ce que je fais. Ma sœur appelle un soir, l'air excité et essoufflé. Avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit, je sais ce qui vient. Elle est fiancée et veut que je sois sa demoiselle d'honneur. Et je dis oui immédiatement parce que je suis sincèrement heureuse pour elle. Sa relation avec son partenaire est tout ce que la mienne avec Pierre n'était pas. Construite sur le respect mutuel, l'engagement public et le simple fait d'être fiers d'être ensemble. Ils se présentent à tout le monde, publient des photos ensemble, parlent de leur avenir sans hésitation ni dissimulation. Être près d'eux me rappelle à quoi ressemble un amour sain, que les relations ne devraient pas exiger que vous vous rétrécissiez. J'aide ma sœur à choisir des lieux de mariage et je l'écoute parler de centres de table et de listes d'invités et rien de tout cela ne me rend amère ou triste de ma propre relation ratée. Au lieu de cela, cela renforce que j'ai fait le bon choix en quittant Pierre, qu'accepter moins que ce que je méritais aurait été pire que d'être seule. Pierre me traverse l'esprit occasionnellement quand je vois quelqu'un qui lui ressemble ou que je passe devant le café où je le rencontrais, mais les pensées ne restent pas ou ne font pas mal comme avant. J'espère qu'il a compris pourquoi compartimenter les gens est nuisible, pourquoi cacher quelqu'un qu'on prétend aimer blesse les deux d'une manière qui ne peut être réparée. Mais la plupart du temps, je ne pense pas à lui du tout parce que cette relation semble être arrivée à une version différente de moi, quelqu'un qui ne connaissait pas encore sa valeur. 1 an après que tout a explosé, je commence à sortir avec quelqu'un de nouveau qui me présente à ses amis à notre 2e rendez-vous, sans hésitation ni excuses étranges. Au 3e mois, j'ai rencontré sa famille et ils connaissent mon nom, ce que je fais dans la vie et que nous sommes ensemble. Toutes les choses de base que Pierre n'a pas pu gérer en 3 ans. C'est rafraîchissant de normalité d'être avec quelqu'un qui est fier de m'avoir dans sa vie, qui ne traite pas ma présence comme quelque chose qui doit être géré ou caché. Nous allons ensemble à des événements professionnels, il me tient la main en public et publie des photos de nous sans me couper ou trouver des excuses. La vie est très belle maintenant et je suis reconnaissante de ne pas avoir accepté moins que ce que je méritais. D'avoir choisi la visibilité et le respect plutôt que le confort et la familiarité. L'acte que j'ai posé contre Pierre n'avait pas vraiment pour but de le punir, mais de refuser de rester invisible plus longtemps. Commentaire, je tenais à partager cette histoire avec vous, car elle résonne avec une vérité profonde. Ce que nous acceptons des autres leur enseigne comment nous traiter. Établir des limites claires n'est jamais un acte d'égoïsme, mais une preuve de respect envers soi. Parfois, l'acte le plus courageux consiste à choisir sa propre paix, même si cela implique de laisser un passé derrière soi. Nous ne sommes pas responsables des choix des autres, mais nous le sommes de notre propre guérison. Le véritable respect n'a jamais besoin d'être réclamé, il est offert naturellement et sans condition. Prendre le temps de se reconstruire est un investissement essentiel pour notre bien-être futur. N'oubliez jamais de faire preuve de bienveillance, surtout envers vous-même, dans les moments de doute. Je vous encourage à vous entourer de personnes qui célèbrent votre présence et ne vous demandent jamais de vous cacher.
Votre sérénité vaut infiniment plus qu'une relation qui vous rend invisible. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.